On a dit de manière succincte qu'il faut éviter de se lancer dans un rachat sans avoir ouvert une enquête. Et ici, on parle de l'audit. Il faut recruter un auditeur indépendant. Ce n'est pas forcément votre ami ou bien votre femme qui va faire l'audit. Faites faire l'audit par un expert qui s'y connaît. Parce que l'audit va révéler des choses que vous ne pouvez pas voir à première vue. L'audit vous permettra de prendre les bonnes décisions, de savoir si le business que vous voulez racheter vaut la peine. Et l'audit va aussi vous révéler la vraie valeur du business que vous voulez racheter. N'allez pas dépenser 45 millions pour un business qui en vaut 10. Lorsqu'on fixe la valeur, lorsqu'on arrête la valeur d'un fonds de commerce, rassurez-vous que tout est inclus. Parce que parfois, on fixe la valeur, vous rachetez, et puis derrière, il y a des gens qui surgissent, qui vont vous demander, écoutez, on n'a pas déclaré ci, vous n'avez pas payé pour ça, donc rassurez-vous, et c'est pourquoi ne faites pas un rachat de manière hasardeuse. Entourez-vous toujours d'experts qui s'y connaissent. Si vous faites ça, vous êtes sûr de faire un bon rachat, ou vous êtes sûr de ne pas prendre la mauvaise décision en faisant un rachat. Parce que parfois, il y a des rachats qu'on vous propose, mais qui ne valent pas la peine. Parfois, c'est une entreprise qui est déjà morte, et il y a juste la coquille, on vous vend le rêve, on vend la coquille vide, et quand vous reprenez la coquille vide, il n'y a rien à l'intérieur. Vous dépensez au départ 10 millions pour le rachat, et puis après vous retrouvez en train de dépenser 50 millions pour faire revivre l'entreprise. Or, votre idée de départ, votre projet de départ, ce n'était pas de dépenser autant d'argent. Donc, rassurez-vous de prendre les bonnes décisions, de vous entourer de bonnes personnes pour faire des rachats. Qu'il s'agisse d'un rachat de centre de coiffure, qu'il s'agisse d'un rachat d'établissement scolaire ou bien centre de formation, qu'il s'agisse d'un bar, d'un snack, d'un hôtel, rassurez-vous toujours que vous avez fait le bon audit à travers un auditeur qualifié. Je répète, un auditeur qualifié. On ne vous demande pas d'aller chercher votre ami au quartier, votre frère, votre cousin qui viennent faire l'audit. Non. Voilà. Based on last week's topic, yes, there are some two questions someone sent to me. All right. But unfortunately, he sent when we were already done with the program. He said, how can I protect myself from environmental liabilities when buying a business? Secondly, what are the benefits and drawbacks of buying shares versus asset in a business? Good. For environmental issues, get a consultant. Okay. Consultant will help you. Now, in terms of assets and shares, it's easier to buy shares in a business because usually the board of directors make public announcements about the number of shares available with the unit price. So when you have the information, sometimes it comes in the official gazette, like in Cameroon, it's Cameroon Tribune. They publish it. So you now go with your money, see an expert, and say, okay, this X company is selling shares, and I would like to buy. Now, there's an application form. You have to apply, and then you make your money available. And then you sign. Okay. Now, in terms of assets, assets are more difficult to buy because assets usually are produced by shareholders. All right? They're produced by shareholders. For instance, we want to set up a TV station. Then you might say, okay, I'm going to provide a building. And she says, I'm going to provide materials like cameras and all the rest. And Gavino says, okay, I'm coming along with shares. You see? So the founding shareholders are usually the people with most assets. Right? And once they have the assets, now they can open the capital to invite more people to come and contribute, to raise now the capital. So on the one hand, you have the assets, which are mainly
from the founding shareholders. And then you have the other people who sit in the board of directors meeting to make decisions. Voilà, je crois qu'on boucle voilà, le sujet de la semaine dernière. On rentre dans comment éviter de surfinancer un projet entrepreneurial au lancement. Ça aussi, ici, il y a des pièges parce que parfois, on a un business et on met beaucoup plus parce qu'on se dit qu'en mettant beaucoup plus, on va avoir plus. Voilà. Rapidement. Rapidement. Voilà. Oui. Alors, cette question, elle est assez importante. Comment éviter de surfinancer un projet entrepreneurial au lancement? Et on revient encore aux bases. Les bases de l'entrepreneuriat, c'est l'idée, c'est le projet, c'est le business plan, c'est l'étude de marché. Voilà les outils de base dont un entrepreneur devrait se servir. Alors, lorsqu'on a arrêté le coût d'un projet, ce n'est pas toujours nous-mêmes qui l'arrêtons. Parfois, c'est un expert qu'on a contacté qui va arrêter le coût global, qui représente donc le coût du financement. Parce qu'il faut aussi que les gens soient capables de comprendre les termes clés. Alors, ce financement-là permet de lancer l'activité et de pouvoir la dérouler. Okay. Mais sauf que il arrive parfois que des gens outrepassent le montant qui a été arrêté. Voilà. D'accord? Et se disent, je vais injecter un peu plus. Par exemple, on vous dit, pour faire un bénétariat, il vous faut une table, vraiment une table rustique, hein, c'est-à-dire qu'avec juste une planche et puis des chaises. Vous n'avez pas besoin d'avoir un comptoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une salle climatisée. Et vous vous dites, non, moi je vais avoir une salle climatisée, je vais avoir des fauteuils. Vous voyez que si vous étiez par exemple à 500 000 francs de départ, et vous maintenant vous passez à 2 millions, il y a une notion en entrepreneuriat. C'est quoi? C'est que lorsqu'on lance une activité, on calcule l'investissement de départ, c'est combien? Et en combien de temps vais-je tourner pour pouvoir rentabiliser le business? C'est-à-dire que pour pouvoir dégager le premier bénéfice. C'est pour quand? C'est pour 3 mois? C'est pour 6 mois? C'est pour 9 mois? C'est pour 1 an? Mais c'est pour 2 ans. Maintenant, lorsque vous surfinancez, c'est-à-dire que vous injectez plus d'argent, les experts savent que quand vous injectez plus d'argent, le temps d'amortir sera davantage plus long. Parce que si par exemple, en mettant 500 000, on vous dit au bout de 6 mois, vous aurez récupéré vos 500 000 et maintenant l'activité va s'autofinancer. Vous mettez 2 millions. Ça veut dire que c'est peut-être au bout de 2 ans. Oui. Alors que celui qui a mis 500 000, il est sûr que dans 6 mois, il pourra mettre ces 500 000 francs de côté et maintenant tourner avec ce que le business aura généré. Mais vous qui mettez 2 millions, dans 6 mois, vous n'aurez que 500 000. Vous n'aurez pas 2 millions dans 6 mois. Voilà. Vous n'aurez que 500 000. Oui. Parce que selon l'activité, le marché a une capacité d'absorption de votre activité. Donc, c'est par exemple, vous ouvrez une entreprise de taxi et on vous dit achetez tel type de voiture qui coûte par exemple 3 millions. Et par exemple, 5 voitures comme ça, ça fait 15 millions. Mais vous décidez par exemple de prendre des voitures haut de gamme qui par exemple vous coûtent on va dire 7, 8, 9 millions. Donc vous prenez 4 voitures de 8 millions, vous mettez sur le marché. Et on vous a prévenu que le fait pour vous d'avoir cette activité,
il ne faut pas avoir des voitures haut de gamme, mais il faut plutôt avoir des voitures bas de gamme. Et les voitures bas de gamme vous permettent d'amortir l'activité au bout de 6 mois ou bien d'un an. Donc, il faut faire attention au surfinancement. En général, c'est des personnes qui parfois n'ont aucune idée de l'activité, mais qui ont de l'argent. Voilà. Et elles se disent, bon, comme j'ai de l'argent, je vais injecter. Mais parfois, à trop injecter, vous pouvez asphyxier le business. Parce qu'en fonction de l'activité, vous devez lancer. Et puis maintenant, votre première clientèle commence à acheter vos produits, commence à acheter vos services. Oui. Et les besoins de votre clientèle vous donnent une idée de savoir, est-ce que je peux par exemple ajouter encore de l'argent, peut-être pour mettre mon service à un niveau supérieur, ou bien pour encore raffiner mon produit. Donc c'est pourquoi au lancement, il est fortement déconseillé de surfinancer. Même si vous avez beaucoup d'argent, ne surfinancez pas. D'accord. Okay. Parce que le surfinancement, à un moment donné, vous donnera l'impression que le business marche. Mais en fait, il est en train de se planter. Prenez le cas d'un bar. Vous avez un bar et par exemple, vous vous attendez à faire par mois 200 000 francs de bénéfices. Mais vous surfinancez votre projet en amont. Vous voyez que quand vous gagnez les 200 000 francs, ça ne représente rien. Parce que là où on vous a demandé, par exemple, d'investir 2 millions, vous avez investi 5 millions. Mais parce que vous avez investi 5 millions, que vous aurez 500 000. On vous a dit que pour telle activité, quand vous financez, vous serez, en termes de bénéfices, à 200 000. Donc ce n'est pas la peine d'injecter plus, ou bien de faire le double. D'accord? Donc le surfinancement, c'est une erreur. Ok. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu comme cliente une dame. Une dame dont le mari était aisé. Et le mari l'a encouragé à lancer une activité. Sauf que là où on lui demande par exemple d'investir 5 millions, elle a investi 15 millions. Coucou. Parce qu'elle avait les moyens. En investissant 15 millions, elle n'a pas su que les 15 millions n'allaient pas changer grand-chose à son business. Et après, elle a commencé à se plaindre de ce que son business ne rapportait pas grand-chose. Or, selon les experts du domaine, son business se portait bien, mais ne pouvait pas générer davantage de bénéfices comme ce qu'elle avait prévu. Ok. Donc, c'est pourquoi je demande toujours aux gens d'avoir un business plan. Oui. D'avoir fait une étude de marché. Exact. Parce que le business plan et l'étude de marché vous permettent de savoir exactement ce qu'il faut injecter dans une activité. Si vous voulez par exemple élever les poulets, quand vous rencontrez les experts, ceux qui le font déjà, ils vont vous dire, commencez avec par exemple avec 1000, commencez avec 600, avec 500. Ne commencez pas avec 10 000 francs, avec 10 000 directement. Parce que quand vous commencez avec 10 000, vous aurez tel problème, tel problème, tel problème. Mais si vous commencez avec 1000, et puis après 6 mois, vous doublez de manière progressive, là vous aurez moins de difficultés. Mais si vous commencez directement avec 10 000, il se pourrait que vous ne soyez pas capable de pouvoir, par exemple, dégager le bénéfice que vous voulez. Parce que parfois aussi vous faites un peu trop et le marché ne suit pas. On vous dit par exemple, commencez avec par exemple 6 000 poulets. Et puis étudier un marché. Commencez par distribuer sur tel marché. Commencez par trouver des marchés où vous pouvez écouler en 2 jours, en 3 jours, en 5 jours. Mais vous vous dites, vous avez suffisamment d'argent et vous lancez 10 000. Après, vous vous rendez compte que les marchés qui sont devant, les marchés que vous avez dans votre ville ne peuvent pas absorber la quantité de poulet que vous produisez. Là, il y a un problème. Donc, c'est pourquoi il faut toujours aller de manière progressive. Et le surfinancement aussi, c'est parfois le moyen pour des gens de se vanter. Il y a des gens qui vont surfinancer. Par exemple, on vous dit, pour faire une entreprise de taxi,
5 taxis, c'est bon. Vous prenez 10. Ou alors on vous dit, écoutez, il faut prendre telle marque de voiture. Parce que la consommation de carburant est de telle. Les papiers sont de telle. Le chauffeur prendra tant. Et vous vous dites, mais comme j'ai de l'argent, je fais comment? Je vais acheter plus. Au lieu par exemple de prendre des voitures de 3 millions, vous prenez des voitures de 10 millions. Vous voyez que quand vous prenez une voiture de 10 millions, le chauffeur a le droit de vous demander un plus grand salaire. Parce que si le chauffeur vous dit, je conduis par exemple une voiture de 3 millions, on me paye tant par mois, si je conduis une voiture de 10 millions, je vais demander tant. Et vous savez aussi qu'une voiture de 3 millions a un petit moteur, comparé à une voiture de 10 millions. Or, plus le moteur est volumineux, plus il est important, plus il est complexe, plus il consomme en carburant. Conséquence, la consommation d'un véhicule de 3 millions en taxi n'est pas la même consommation qu'un véhicule d'une valeur de 10 millions en taxi. Et puis, l'entretien d'un véhicule de 3 millions en taxi sera plus abordable que l'entretien d'un véhicule de 10 millions en taxi. Donc, le fait pour les experts de vous donner une marge, c'est pas parce que c'est pas une erreur. C'est parce qu'on a maîtrisé le business, on a maîtrisé un domaine et on sait comment investir, quand investir et quand est-ce qu'il faut observer le business. Parce qu'à un moment donné, il faut investir et puis gérer le business. Voir comment il tourne, voir ce qu'il génère en termes de challenge, voir ce qu'il génère en termes d'opportunités, voir ce qu'il génère en termes de bénéfices. Maintenant, on ne peut à nouveau financer que lorsqu'on a déjà maîtrisé tous ces facteurs-là. Parce que le business, c'est pas seulement le gain. Le business, c'est aussi des problèmes à résoudre. Le business, c'est aussi des difficultés sur le plan fiscal. Le business, c'est aussi l'encadrement du personnel. Ah, ça. Donc, rassurez-vous que vous avez tout maîtrisé. Par exemple, vous créez un business, vous employez 10 personnes. Dans 2 ans, vous pourrez employer 200 personnes. Il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez avec 200 personnes, ça peut poser un problème. Ah oui. Parce que déjà, avec 200 personnes, il faut forcément un département de ressources humaines. D'accord. Or, on ne peut pas commencer à mettre sur pied toutes les activités en même temps. Tous les services en même temps. C'est pourquoi il est important, avec votre business plan, d'écouter les conseils de votre expert et puis d'avoir aussi la patience d'attendre, de voir comment le business se manifeste. Okay. Francis, is a consultant going to give you the right amount of funding for your business as well? Yes. Is the consultant in a position if he's qualified? If he's qualified. Or you're the one to tell the consultant that this is the amount of money I want to invest? There are 2 ways to go about it. One way is you can tell the consultant, this is what I have. I have this amount. So based on that, the consultant will now customize your business plan in such a way that it matches with your budget. For instance, you want to open a restaurant and you have 2 million. The consultant may tell you normally you should have 5 million. 5 million. But based on your 2 million, this is how we're going to do it. Do it, okay. Or they give you the standard amount. Say, okay, to get into this business, this is what you need. Okay. If you don't have this, it might be difficult for you to run the business. Now, you may now open the capital to shareholders and say, okay, since I have just 2 million and this business requires 5 million, so I'm opening shares. So he who has money, let them come and buy some shares for you to make the 5 million that you're looking for. Okay. So it depends. Now, good consultants will always give you approximately what you need. Voilà. That's why don't hire a consultant just because this is your friend or relative. Hire the person who knows the business. If I'm into hairdressing, let me look for a consultant who knows the business of hairdressing. Don't go because you have your sister, you have your cousin who has she has worked in the hairdressing industry in the past.
it doesn't make her a qualified person to give advice. Please. Very Another important. thing I want to understand is maybe in the cost of that is you get a consultant during a time when you still want to invest or buy this business. Now in the course of doing the business already, if you maybe in the course of doing it you discover that you still need to invest the money, you still need to get your consultant. If you want to we want to add money again into the business. Yes. Okay. Yes. Why? You always need a financial consultant. Why? When your business is running and you want to add money into the business, the financial consultant will investigate. He will audit to tell you, at this level, what do you need the most? Is it money? Is it expertise? Because there's a difference in terms of needs. Some businesses need money. They need financing. Some other businesses need expertise. Now, where you need expertise, if you add money, it doesn't solve your problem. Okay. And where you need money, if you increase expertise, it doesn't solve the problem. These are two different things. Where money is needed is because we need funding, right? And where expertise is needed is because we need to add value to the business. So these are two different things to know and to master. Okay. Now, if you don't master that and you put money, whereas you needed expertise, then you're making a big mistakes. Okay. And some businesses have closed because they were overflowed with cash. Voilà. And they could not generate any profit. Ok. Voilà, on va poursuivre. On va d'abord marquer un temps d'arrêt, le temps pour nous d'aller retrouver le Vox Pop sur comment éviter de surfinancer un projet entrepreneurial au lancement. Thierry On, Thierry On du côté de Yaoundé a posé la question à l'homme de Yaoundé, l'homme dans les rues de Yaoundé. When it comes to projects, putting in a huge amount at the start when you don't know exactly what you are. C'est bon. Excusez, sorry la technique. C'est ça. When it comes to projects, putting in a huge amount at the start when you don't know exactly what you are venturing in is very risky. But for you to go into a project, if you have already maybe assisted in such project before with others, you can easily put in a huge amount because you master the terrain, you master your maybe the people you are you envisage to meet in order to execute that project. But if you are not having any mastery of that project, it will be difficult, it will be risky because you don't know what awaits you ahead. So by so doing, you will really try to avoid putting in a huge amount. C'est de jouer d'abord l'importance du projet. Parce que l'évaluation d'abord même pour un projet, il faut d'abord essayer d'évaluer, de faire un tamis, de voir comment, si le projet peut être rentable. Si le projet est rentable, on met la chose en fonction de du projet qu'on va réaliser. Oui, on met l'argent en fonction de la rentabilité du projet. Si on trouve que le projet ne peut pas être rentable, on ne peut pas mettre un gros. Et même d'abord, même si on peut se trouver en perte, on ne met pas parce que l'argent est dans la mise du profit et de la rentabilité. Si l'argent n'est pas dans la mise de la rentabilité, du bénéfice, on ne met pas l'argent. Oui, je disais qu'à mon avis, il faut d'abord faire l'étude de faisabilité du projet, n'est-ce pas? Faire le sondage et passer par questionnement, faire des questionnements de recherche.
avant d'injecter un gros montant à l'aveuglette comme ça. Il y a des études scientifiques au préalable qu'il faut mener. Voilà, en quelque sorte, ce que moi je peux dire. The first thing is that for you to get in any venture, what you have to do is that you must first of all consult expertise, because most often you can be as rich as you are, but you don't have the expertise. It's important that you involve all experts so they see the risks involved in that project. In this way, they can advise you to begin little by little, and then you will be investing more and more as the project goes on. Because if you just bump into it like that blindly, it's even that you are going to incur a lot of loss. Voilà. Yeah. Francis? Alors, chers entrepreneurs qui me regardent en ce moment ou qui me regarderaient plus tard, apprenons à nous faire assister par des consultants qui ont de l'expertise dans le domaine où nous voulons investir. Arrêtons d'entreprendre à l'aveuglette. Arrêtons d'entreprendre par tâtonnement. Parce que la plupart de nos activités n'arrivent pas à décoller parce que nous nous lançons à l'aveuglette. Nous nous lançons parce qu'on a un peu d'argent, parce qu'on a vu tel faire, alors on se lance directement. Non, l'entrepreneuriat n'est pas le fruit du hasard. L'entrepreneuriat, c'est de la science. L'entrepreneuriat exige des compétences pointues dans chaque domaine. L'argent n'est pas le seul critère pour pouvoir entreprendre. D'ailleurs, beaucoup de gens échouent avec plein d'argent dans le projet. Donc, le souci n'est pas toujours l'argent. Il faut l'expertise, il faut la valeur ajoutée. Donc, tant qu'on n'a pas encore étudié le projet, ne vous précipitez pas à chercher de l'argent. On voit parfois des gens qui veulent ouvrir un salon de coiffure, ils parlent de financement. On voit des gens qui veulent vendre les beignets, parlent de financement. On voit des gens qui veulent faire de l'huile de corps, on parle de financement. À tout bout de champ, vous parlez de financement. Parfois même sans avoir l'expertise nécessaire. Parce que l'expertise vous permet parfois de ramener votre projet à un niveau basique, le temps pour vous de vous faire une clientèle et puis après de pouvoir décoller. Il y a des tourneaux d'eau qui sont devenus des restaurants. Je ne dis pas que tout le monde doit passer par le tourneau d'eau, mais je dis parfois, avant d'ouvrir un méga restaurant, parfois il faut d'abord avoir un petit restaurant dans lequel on se teste, on teste son personnel avant de pouvoir aller plus grand. Il y a des supermarchés chez nous ici là qui appartiennent à des étrangers. Ok, je voulais savoir si par exemple quelqu'un a de l'argent pour investir et qu'il n'a pas une maîtrise de financement. Bon, s'il dépose ça par exemple pour devenir national dans une société, il dépose peut-être 5 millions ou bien disons 10 millions. Qu'est-ce qui peut lui revenir mensuellement? Et comment détecter une entreprise qui ne doit pas permettre sa bourse le lendemain pour partir? Ou bien si ça se calcule par pourcentage, dites-moi, je vous en prie. D'accord, merci pour la question. Nous avons une bourse de valeur. Nous avons une bourse de valeur qui fonctionne, d'après ce que je sais. Et la bourse de valeur a des informations sur les entreprises. Vous avez également le groupement patronal, le GCAM, qui peut vous donner des informations sur les différentes entreprises. Et n'allez jamais vers une entreprise qui n'a pas de documentation. Une entreprise qui n'a aucun site, une entreprise qui n'a affilié nulle part. Rassurez-vous que l'entreprise vers laquelle vous allez a un registre de commerce, appartient à un groupement patronal. Ainsi, vous pourrez, sans avoir à aller vers l'entreprise directement, mais avoir des informations suffisantes. Mais lorsque vous partez vers des entreprises informelles, où c'est le DG qui vous donne l'information, vous courez le risque parfois de vous faire escroquer. Donc, on ne prend pas les parts dans une entreprise parce qu'elle est prospère. Non. On prend les parts parce qu'elle a démontré qu'elle a un management durable. On prend des parts parce qu'on se rend compte que l'entreprise est là depuis plusieurs années et fait du chiffre. Évitez de vous lancer dans des projets d'achat de parts avec des jeunes entreprises.
avec des entreprises qu'on a ouvertes il y a 6 mois, parce que vous n'avez pas leur historique. Et parfois, vous pouvez demander par exemple à rencontrer la banque ou les banques dans lesquelles les entreprises en question ont des comptes pour pouvoir vous renseigner. Parce que l'achat de parts dans une entreprise, l'achat d'actions dans une entreprise, ce n'est pas une mince affaire. C'est vrai. On ne prend pas 5 millions et on va confier à quelqu'un sur la base de c'est mon ami ou c'est mon frère du village. Non. Il faut avoir un audit. Et normalement, les grosses entreprises, par exemple, mettent à la disposition du grand public des informations assez précises sur leur activité. Donc, rassurez-vous de choisir la bonne entreprise et ne pas seulement vous fier au fait que je connais le DG, je connais le DGA, c'est mon ami, c'est mon frère du village, il va sûrement me donner la bonne information. Non. Quand on parle déjà de business, il faut évacuer les sentiments et les émotions. Francis, what are the pitfalls of overfunding, of financing? The pitfalls. The business gets saturated. And profit does not follow. Because, as I said earlier, there's a difference in terms of needs. Sometimes you need expertise, sometimes you need money. Now, if you overfund a business, profit will not grow. And you may get discouraged because what you get in terms of profit may not be what you expect. For instance, of course, there's no ratio. There's no ratio between funding and profit. It's not because you've put in 10 million that you get 1 million at the end of the day. You might put 1 million, you might put 10 million and you get 500,000. So that's why the caller was asking me. C'est quelqu'un qui m'a demandé, en injectant par exemple 5 millions, combien on peut avoir par mois? Ça dépend. Ça dépend. Il n'y a pas de ratio qu'on peut établir. Tout dépend du secteur d'activité, tout dépend de la maturité du business dans lequel vous investissez. Il va de soi qu'une activité, par exemple, qui est encore embryonnaire, ne va pas générer comme une activité qui est, par exemple, déjà mature. Par exemple. Prenez l'exemple de la téléphonie mobile. Il y a cela 20 ans, quand ces entreprises-là commençaient, elles étaient très peu crédibles. Mais aujourd'hui, les actionnaires qui sont lancés 5 ans plus tard, aujourd'hui comprennent qu'ils ont fait une très bonne affaire. Donc, il faut vous rapprocher d'abord des institutions financières. Il y a des institutions financières qui vous donneront l'information nécessaire. Par exemple, la Banque mondiale. La Banque mondiale a des démembrements qui sont dans nos pays et qui étudient, par exemple, l'environnement des affaires. Vous avez des groupements patronaux, comme le GECAM, qui vont vous donner des informations crédibles. Vous avez la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, rapprochez-vous de ces organismes-là et je vous en prie, n'allez jamais vers une entreprise qui n'a pas de documentation officielle. Faites gaffe. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de documentation officielle peut fermer lundi, mardi, qu'est-ce qu'on entend par documentation officielle? D'abord un registre de commerce, ensuite les statuts. Elle doit être affiliée, par exemple à la CNPS. Rassurez-vous qu'elle paye ses employés normalement. Rassurez-vous que ses employés, par exemple, sont affiliés à la CNPS. Rassurez-vous qu'elle paye ses impôts. Pour voir si l'entreprise paye ses impôts, c'est facile. Vous demandez son nom, vous demandez le nom de l'entreprise, vous demandez son numéro de contribuable, vous allez dans le site de la DGI, Direction générale des impôts, vous introduisez. Si l'entreprise n'existe pas dans le fichier de la DGI, alors vous avez affaire à une entreprise fantôme. Fictive. Évitez d'investir votre argent dans des entreprises qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de documentation, qui n'ont rien. L'entreprise qui n'a pas de papier en tête, mais qui vous dit qu'elle fait 200 millions par an. À ce point. À ce point. First, let me ask a question. If you have a business and you want to maybe attract investors, do you need to, increase your financial statement in order to attract investors? And if yes, how do you go about it? When you have a business, just make sure that the governance of your business, what I mean by governance is management, make sure that you manage the business properly, that you have a good record with your bank,
Okay. Because they want to know if your finances are clear enough. How do we know whether your finances are clear? Are you able to produce financial documents? Are you able to produce a financial statement every year, every month? Do you pay your taxes? Do you have proof that you pay your taxes? Is your bank aligned with you? Because this is what investors will always look for. Because investors want to make sure that they're coming to invest into a viable business, not into a dead business. Okay. So when you have all your financial documents, your accountant or your financial manager can put together all the financial information that the potential investors need. They present it to them. Now they come, they will run an audit of the company to know whether the books are genuine or fake. Because a lot of businesses come up with fake financial books, fake accounts, just to give the impression that they are viable. And as soon as you buy, you discover that they were in deep problems. Wonderful. Yes. So it's important never to rush. Never to rush. Get the consultant. He will tell you what is the list of documents to request from a company that wants to open up its capital. Wow. En tout cas, merci beaucoup Francis pour toutes ces informations durant pratiquement depuis le mois de janvier 2024. Tous les mercredis ici avec Francis Hérette, on apprend quelque chose, surtout sur l'entrepreneuriat. Alors, je vous annonce que Francis va prendre un petit congé pour le mois d'août. On le retrouvera seulement en septembre prochain. Voilà. Nous allons nous consacrer aux rentrées scolaires, aux élèves, aux établissements, l'échec scolaire. Nous allons avoir des experts sur ce plateau les mercredis qui parleront. On parlera même aussi d'orientation scolaire parce que c'est la rentrée scolaire. Beaucoup de parents encore, voilà, les enfants, beaucoup de parents ont des soucis à pouvoir orienter et même des enfants qui ont des soucis à orienter leurs enfants. Francis, un mot pour les téléspectateurs? Je vais me ressourcer. Vous savez, le travail intellectuel est très exigeant. Il faut savoir se reposer. J'ai besoin de me reposer, de changer un peu d'air. Et également, je vais soutenir celui qui viendra à ma suite en vous offrant des livres. En vous offrant des livres pour aider les parents et les jeunes qui nous suivent à mieux s'orienter. Et je vous promets que quand je reviens en septembre, on aura des thèmes encore plus chauds. Je serai encore plus frais. Et je pense que là, je vais encore donner davantage. Et vous qui restez scotchés à STV, à l'émission, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire à ma page Facebook. Je réponds toujours, je réponds toujours. Et je voudrais également vous inviter, vous qui êtes entrepreneur et qui nous suivez depuis, c'est une très bonne chose. Le plus important, c'est de mettre en pratique ce qu'on vous enseigne ici. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le hasard. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire d'argent. Non. L'entrepreneuriat, c'est à la fois une histoire d'argent, à la fois une histoire de compétences et à la fois une histoire de satisfaire les besoins d'un marché. Voilà. Merci beaucoup Francis Hérette, écrivain et coach en entreprise, coach d'entreprise. Il coach les entreprises et c'est une très bonne chose. Nous aurons la semaine prochaine quelqu'un d'autre sur ce plateau.